remercie l'Association humaniste de m'avoir invité. Vous devinez qu'en 1 heure, ou à peu près 1 heure, je ne pourrais pas passer à travers tout le sujet. Alors, j'ai sélectionné quelques morceaux choisis, comme on dit, pour faire une histoire courte. Alors, je commencerai par un rappel de ce qu'est la sélection naturelle dans le contexte de ce que je vais présenter. Ensuite, notre relation ambivalente avec la sélection naturelle. Puis, la conséquence principale de cette relation ambivalente, c'est-à-dire l'émergence de nos deux natures ou d'une nature double. Ensuite, j'essaierai de décrire le contenu de nos deux natures, puis notre place dans la nature, pour terminer avec une description de ce que je considère nos 3 intelligences. Alors, évidemment, je ne prétends pas d'avoir le monopole sur la nature de la bête dont il est question. À preuve, pendant des mois et plus qu'1 an, alors que je travaillais sur le manuscrit du livre, j'ai terminé le titre par un point d'interrogation pour bien indiquer que j'avais des doutes. Mais tous les gens à qui j'ai montré le titre m'ont conseillé d'enlever le point d'interrogation, donc je leur ai fait confiance et je l'ai enlevé. Donc, je ne prétends pas présenter la vérité sur la nature humaine, mais une vérité parmi bien d'autres. Et la vérité que je vais vous présenter, c'est celle qui est soutenue ou entretenue par la biologie évolutionniste, donc les pensées de l'évolution et de Charles Darwin. C'est une grille d'analyse qu'on entend relativement peu souvent par rapport à celle des sciences sociales et des sciences humaines, donc je pense que déjà ça mérite d'être entendu. Dans le fond, ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, c'est que la biologie et l'évolution et les idées d'évolution sont indispensables pour comprendre tous les aspects de la condition humaine, y compris de la condition humaine d'aujourd'hui. Alors, je dis bien indispensable, je ne dis pas suffisant, évidemment, mais c'est indispensable pour tous les aspects. Aussi, je considère que j'ai écrit La bête pour tenter de répondre à notre ami Socrate qui nous disait « Connais-toi toi-même ». Alors, c'est une injonction impérative qui est plus exigeante et compliquée qu'il peut paraître. La preuve, 2500 ans plus tard, on y est encore et on travaille encore là-dessus. Alors, c'est plus compliqué parce que, d'une part, le fait d'être nous-mêmes un humain, ça facilite la tâche, on a une vision de l'intérieur. Mais d'autre part, le fait d'avoir cette position privilégiée de l'intérieur nous prive de l'objectivité et du recul nécessaire pour pouvoir comprendre plus fidèlement et scientifiquement la nature de l'humain. Alors, c'est un bien pour un mal. Le fait d'être humain soi-même, ça fait que c'est plus facile de comprendre l'humain que les chauves-souris ou les baleines, mais c'est plus difficile d'être objectif. Alors, la théorie de la sélection naturelle et le mécanisme lui-même, c'est donc indispensable pour comprendre à peu près tous les aspects du monde vivant. Alors, vous connaissez l'auteur de cette théorie de la sélection naturelle, Darwin, en 1859, il y a à peu près 150 ans. Il a écrit un livre de 513 pages sur la sélection naturelle. Mais il a réussi, malgré tout, à synthétiser ou à résumer l'essentiel de la sélection naturelle en 2 paragraphes aux pages 80 et 81 de la première édition pour ceux et celles qui voudraient vérifier. Donc, l'essentiel est très simple. C'est plus tard que ça se complique. Donc, l'essentiel de la sélection naturelle, mon résumé personnel de cette idée, ça commence par 3 constatations que n'importe quel naturaliste peut faire sur le terrain. La première, c'est que les individus d'une espèce diffèrent les uns des autres. Deuxièmement, certaines de ces différences sont héréditaires. Troisièmement, la vie est compliquée et difficile, c'est-à-dire que les ressources ne sont jamais en surabondance, donc il y a une compétition entre les individus pour avoir accès aux ressources. Ensuite, le génie de Darwin, c'est à partir de ces 3 constatations inéluctables ou évidentes pour tous les naturalistes, Darwin est arrivé à la proposition suivante. Si les gagnants de la compétition diffèrent des perdants par des caractères héréditaires qui les aident à gagner, tout de suite, on a de la sélection. On a la sélection du caractère en question, on a la sélection des gènes qui encodent pour le caractère et on a la sélection des individus qui portent ces gènes et ces caractères. Donc, autrement dit, les individus les mieux adaptés sont sélectionnés.
Je vous résume la sélection naturelle en répétant la même chose, mais autrement. Pour qu'un caractère évolue par sélection naturelle, il doit remplir deux exigences. La première, c'est qu'il y ait une variation de deux niveaux, ce qu'on appelle la variation phénotypique et génotypique, c'est-à-dire la variation du caractère lui-même, que ce soit un caractère anatomique, physiologique ou comportemental, et une variation correspondante dans les gènes. Ça, c'est la première exigence. La deuxième, c'est qu'il faut que le caractère contribue, en plus ou en moins, au succès reproducteur. Si le caractère favorise le succès reproducteur, il va être préservé par la sélection et éventuellement amélioré. Et si, au contraire, le caractère nuit au succès reproducteur, il va travailler lui-même à sa propre élimination par sélection. Alors ça, c'est l'essentiel. Et ça semble très facile. Et c'est un peu une qualité et un défaut de la sélection naturelle. C'est facile, c'est simple, donc on a facilement l'impression qu'on la comprend bien. Mais c'est après que ça se complique. Alors, je vous donne un seul exemple de complication. On dit sélection naturelle, mais le génie de Darwin, c'est de réaliser que c'est une sélection sans sélectionneur. Donc, Darwin a utilisé beaucoup la sélection artificielle pour comprendre le mécanisme. Sélection artificielle pratiquée par les éleveurs et par les herboristes, etc. Et son génie, c'est de réaliser que dans la nature, on a ce même processus qu'avec des sélections artificielles, mais sans sélectionneur. Donc, devant cette évidence, il n'y a pas de sélectionneur. Il y a des gens qui vont vous dire, bien, s'il n'y a pas de sélectionneur, si on a un problème avec le mot sélection, on va dire, bien voilà, il s'agit d'un tri ou d'un tamisage. Mais ça, ce sont deux métaphores qui sont aussi mauvaises que la sélection parce que ça suppose l'existence d'un objet extérieur à la vie qui ferait la sélection. Bon, devant cette difficulté-là, vous allez entendre très souvent des gens qui vont vous dire que ce sont les conditions de l'environnement qui sélectionnent. Ce n'est pas vrai du tout non plus. Les conditions de l'environnement sont seulement des critères de sélection. Comme il y a des critères pour avoir accès à un emploi ou quoi que ce soit. Bon, devant cette difficulté-là, d'autres auteurs ou d'autres personnes vont vous dire que c'est la nature qui sélectionne. Et la nature, même avec un N majuscule, ce n'est pas suffisant. C'est une personnification abusive de la nature. Dans le fond, la nature ne peut être le sujet d'aucun verbe sauf le verbe être. Et j'ai même vu un auteur réputé dans le domaine du darwinisme qui, en désespoir de cause, dit « la sélection sélectionne ». Donc ça, je ne vois pas l'utilité de ce genre de, comme on dit en philosophie des sciences, une tautologie qui est vide de sens. Alors, est-ce que tout ça veut dire qu'on doit abandonner l'idée de sélection naturelle ou se débarrasser du mot sélection? Pas du tout. La réponse est la suivante. Sélection naturelle, ça veut dire que l'individu se sélectionne lui-même par sa performance relative de reproduction. Autrement dit, la reproduction différentielle des individus dans une population, c'est la première manifestation de la sélection. Tout le reste découle de la reproduction différentielle des individus. Dit autrement, gagner au jeu de la sélection, ça signifie se reproduire plus que des congénères dans cette population. Bon, maintenant, toutes les espèces sont soumises à 100% et tout le temps à la sélection naturelle. C'est très rare en biologie, en tout cas, qu'on peut parler d'une façon aussi catégorique. Toutes les espèces soumises à 100% tout le temps à la sélection naturelle. Il y a deux exceptions qu'on va voir juste après. Et la sélection explique donc 5 grands phénomènes de la vie. La sélection explique l'origine des espèces, leur adaptation, leur évolution, leur diversité et leur extinction. Alors, ce n'est pas rien pour une seule théorie d'expliquer tout ça. Plusieurs auteurs en philosophie des sciences, entre autres, considèrent que c'est peut-être une des idées les plus brillantes formulées par l'humanité. Et c'est la théorie, sélection naturelle, qui fait que la biologie est une science véritable. Bon, maintenant, pourquoi c'était utile de rappeler ce qu'est la sélection naturelle? C'est justement, comme je l'indiquais tantôt, qu'au cœur de la nature de l'humain se trouve le fait que nous entretenons une relation ambivalente avec la sélection. D'une part, comme toutes les espèces, nous sommes un produit de l'évolution par sélection naturelle. Ça me semble indéniable, à moins que vous soyez créationniste, scientifique, c'est indéniable que notre espèce est un produit de la sélection comme les autres. Et d'autre part, nous sommes la seule espèce à s'être émancipée par elle-même de la sélection naturelle. Nous nous sommes affranchis ou libérés de la sélection naturelle. Et donc, ça, c'est la première exception. La deuxième, c'est les animaux domestiques, évidemment. Mais les animaux domestiques ne se sont pas émancipés de la sélection par eux-mêmes, c'est nous qui les avons libérés.
et là, le mot était peut-être un peu mal choisi, nous avons créé les espèces domestiques et nous les avons libérées de la sélection, mais nous les avons tout de suite ensuite emprisonnées, mis dans une cage. Donc, nous avons créé des espèces domestiques libres, mais néanmoins captives. On pourrait discuter de cette idée-là. Donc, les espèces domestiques sont libérées de la sélection parce que nous subvenons à tous leurs besoins. Bon, alors, il y a peut-être une leçon à tirer là. La sélection naturelle n'étant plus là pour contrôler ou pour corriger nos manques, nos erreurs, nos excès, nous sommes désormais responsables de notre propre évolution et de notre survie. Et vous allez trouver curieux la citation suivante de Jean-Paul Sartre, dans un tout autre domaine, qui dit la chose suivante. L'homme, sans aucun appui et sans aucun secours, est condamné à chaque instant à inventer l'homme. On dirait qu'il parle de biologie. Alors là, vous voyez, il y a un curieux retour des choses. La sélection naturelle nous a fourni l'outil nécessaire pour lui échapper. Et ça s'est fait par inadvertance, accidentellement. Ce n'était pas au programme, comme on dit. C'est arrivé comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de se libérer de la sélection naturelle? Tout découle de notre gros cerveau produit par la sélection, avec une première invention de la part de notre cerveau qui est le langage. Le langage a permis la création et le développement d'une intelligence sociale, une intelligence collective, puis la mise en commun de nos idées. Et cette intelligence collective ou sociale a favorisé ou accentué 5 grandes inventions concrètes, uniques à l'humanité, qui nous ont progressivement mis à l'abri de la sélection. D'abord, les outils simples, des bifaces en pierre ou des outils en os, les arcs et les flèches, la roue, les leviers, la maîtrise du feu, les habits, les abris, etc. Et ça a commencé il y a environ 2,5 millions d'années avec Homo habilis, et on peut dire en gros que ça va jusqu'à peu près il y a 20 000 ans. C'est une très longue période, donc, qui commence avec Homo habilis, et c'est le seul élément que l'on trouve chez les chasseurs-cueilleurs encore aujourd'hui, des outils relativement simples. Deuxièmement, et vous allez voir que là, l'histoire s'accélère considérablement, l'agriculture et l'élevage, il y a environ 10 000 ans, représentés par Caïn et Abel dans la mythologie judéo-chrétienne. Troisièmement, l'écriture, il y a environ 5 000 ans. Alors, on pourrait ajouter l'imprimerie inventée il y a environ 600 ans et le traitement de texte électronique il y a environ 40 ans. Mais essentiellement, c'est l'invention de l'agriculture qui fait une immense différence. De l'écriture, c'est-à-dire. Ensuite, la révolution industrielle, qui, elle, a commencé autour d'il y a 200 ans. La révolution industrielle, c'est l'invention d'outils, dans le fond, des outils technologiques sophistiqués, qui sont différentes façons de maîtriser l'utilisation du feu. Alors, la machine à vapeur, les moteurs à explosion, etc. Et enfin, la médecine moderne, cinquièmement. Surtout, depuis 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais depuis ma naissance, mais ça, c'est une coïncidence qui est sans intérêt. J'ai lu quelque part qu'on estime que 90% des médicaments prescrits aujourd'hui étaient inconnus en 1945. Alors, c'est quand même une évolution très, très rapide. Donc, notre relation avec la sélection naturelle est double. D'une part, c'est elle qui a fait l'espèce humaine, l'espèce Homo sapiens que nous sommes. Mais d'autre part, c'est en se libérant d'elle que nous sommes devenus l'humain moderne que nous sommes. Bon, maintenant, il y aurait lieu de passer quelques minutes pour essayer de démontrer si nous sommes vraiment émancipés ou libérés de la sélection naturelle. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je suis loin d'être le seul à le penser. La première chose qu'il faut dire là-dessus, tout est relatif dans ce domaine-là. Il y a, d'un côté, ce n'est pas tous les humains actuellement qui sont libérés de la sélection. Par exemple, les chasseurs-cueilleurs qu'on trouve un peu partout sur la planète encore aujourd'hui sont aussi soumis à la sélection. Et il y a peut-être personne, ni vous ni moi, à être à 100% libéré de la sélection naturelle. Donc, malgré tout, et tout repose sur la comparaison entre notre espèce et les autres,
Si on compare notre espèce à toutes les autres, encore une fois, toutes les autres sont soumises à 100% tout le temps à la sélection. Alors que dans nos conditions de vie actuelles, vous et moi, nous sommes presque à 100% libérés de la sélection. Alors, comment faire pour tester cette idée-là? Est-ce que c'est simplement une affirmation gratuite ou si on peut la démontrer scientifiquement? Pour le faire, je vous rappelle ce qu'on a vu juste avant. Un caractère peut évoluer par sélection naturelle à la condition qu'il affecte le succès reproducteur des individus. Donc, il suffit d'aller sur le terrain et de mesurer les relations, d'essayer d'estimer les relations entre la variabilité d'un caractère anatomique ou physiologique ou comportemental et l'impact de cette variation-là sur la variation du succès reproducteur. Et ce qu'on constate quand on fait ça avec à peu près n'importe quelle espèce, choisissez à peu près n'importe quelle espèce que vous connaissez et examinez à peu près n'importe quel des caractères phénotypiques, anatomiques, comportementaux, physiologiques, et vous allez presque toujours trouver une corrélation entre la variation du caractère et la variation du succès reproducteur. Alors que chez nous, cherchez les caractères phénotypiques que vous voudrez, c'est extrêmement difficile de trouver une relation entre la variance du succès du caractère phénotypique et la variance du succès reproducteur. Donc, autrement dit, avec les autres espèces, vous mesurez la variabilité d'un caractère phénotypique sur le terrain, puis vous devriez trouver une relation avec le succès reproducteur, que ce soit la longueur des pattes, l'acuité visuelle, l'efficacité digestive, la production du lait, la taille des cornes, etc., etc. À cette variabilité-là correspond une variabilité du succès. Par rapport à ça, chez l'humain, dans nos conditions actuelles, il n'y a presque plus aucune relation entre les deux. On n'a ni plus ni moins d'enfants si on court plus vite, si on a de plus gros muscles, si notre odorat est plus fin, si on a des yeux bleus, si on digère mieux, si on a une meilleure mémoire. Il n'y a pas de rapport entre ça et le succès reproducteur des individus. Donc, contrairement aux croyances populaires qu'on entend assez souvent, notre cerveau ne deviendra pas plus gros, et nos poumons ne deviendront pas plus performants ou plus efficaces, puis nous ne perdrons pas nos dents de sagesse, puis nos petits orteils, puis notre appendice par sélection naturelle. Parce que ces caractères sont neutres. Ils n'ont pas d'impact sur le succès reproducteur, donc la sélection naturelle ne les voit pas, ces caractères-là. Donc, si ces caractères changent dans le futur, ce ne sera pas par sélection naturelle, ce sera soit par sélection artificielle, soit par génie génétique, en faisant devenir l'humain un OGM. Et là, évidemment, c'est une des questions les plus troublantes et les plus difficiles de la biologie moderne. Qu'est-ce que nous ferons dans le futur de l'utilisation du génie génétique sur notre espèce? Bon, maintenant, j'en arrive au sujet suivant. C'est ici que ça devient intéressant. Puisque maintenant, c'était une introduction pour essayer de vous mettre dans le contexte. La conséquence majeure de notre émancipation de la sélection naturelle, c'est que nous avons acquis une double nature. À notre nature animale héritée des millions d'années de notre évolution biologique, s'est ajoutée une nature humaine inventée par l'humanité elle-même, comme si on avait maintenant une animalité et une humanitude. Alors, quel est le contenu de notre nature animale? Alors, évidemment, les premiers éléments sont tout à fait évidents et un peu banals. Toute notre anatomie, toute notre physiologie font partie de notre nature animale. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce qui compte le plus, c'est les caractères ou les attributs psychosociaux que nous partageons avec toutes les autres espèces. On peut appeler ces caractères psychosociaux 5 lois de la nature qui gèrent notre vie. 5 lois de la nature qui sont au service de la grande loi de la nature, c'est-à-dire maximiser le succès reproducteur. Alors, ces 5 lois de la nature que nous pratiquons instinctivement, et à chaque fois que je dis instinctivement, je mets des guillemets parce qu'on dirait plus davantage aujourd'hui programmé génétiquement. D'abord, l'égoïsme. Ça ne surprendra personne. C'est même ancré dans certains dictons, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. On n'a pas besoin de réfléchir et de suivre des cours pour être égoïste, ça vient tout seul. Ensuite, ce qu'on appelle l'immédiateté. C'est-à-dire que tout se passe ici maintenant. La sélection naturelle se passe toujours ici maintenant. Il n'a aucune influence sur le futur ou n'a aucune prétention sur le futur. Ensuite, la réactivité. C'est-à-dire que réagir, c'est naturel, comme la sélection naturelle elle-même. Prévenir, ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel.
Ensuite, une vie programmée génétiquement. Chez nous, comme chez les autres espèces, nous sommes, comme je donnerai quelques exemples plus tard, nous sommes porteurs de programmes génétiques qui s'expriment automatiquement, aveuglément, comme on disait, instinctivement, dans notre vie de tous les jours. Et ensuite, l'évaluation de tout ce qui nous entoure et de tout ce que nous faisons en termes de rapport entre les coûts et les bénéfices. Quand on veut acheter quelque chose, chercher le beau, bon, pas cher, ça, c'est parfaitement naturel, c'est parfaitement animal. Chercher à minimiser les coûts et à maximiser les bénéfices, c'est un penchant parfaitement naturel. Donc, ce sont comme 5 instincts hérités de l'évolution biologique de notre espèce. Ça nous semble évident justement parce que c'est naturel. Ce sont des penchants naturels que nous pratiquons comme nous respirons ou comme nous marchons avec deux pattes, nous sommes bipèdes. Maintenant, c'est encore plus intéressant d'essayer de voir le contenu de notre nature humaine après notre nature animale. Ici, c'est tout à fait schématique, mais je reconnais 4 capacités de notre nature humaine. La première, faire des choses inutiles. Définition d'inutile par rapport à ce que j'ai dit avant, des choses qui ne contribuent pas au succès reproducteur et à la survie. Des choses que l'on fait tout pour le plaisir. Ce sont des choses ou des activités indispensables à la richesse de la vie humaine, justement parce qu'elles sont inutiles. Alors, je vous donne des exemples. La musique, c'est tout à fait inutile pour la survie animale, mais c'est indispensable pour la vie humaine. L'art et l'architecture, je pense à la chapelle Sixtine ou au Taj Mahal, des investissements immenses pour rien d'autre que le plaisir ou pour créer un symbole. La gastronomie, un vaste univers de diversité compliquée et inutile. La poésie, je vous cite ici Jean Cocteau. Jean Cocteau a écrit « Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. » Le jeu, c'est un univers énorme. Les jeux vidéo, les mots croisés, les jeux de hasard, les jeux de société, etc. Le jeu chez l'humain adulte, comme vous et moi, est très répandu. La mode et le luxe. On pense, là aussi, c'est un gaspillage absolument scandaleux. Il y a des montres qui se vendent à 100 000 $, il y a des chambres d'hôtel qui se louent à 8 000 $ de la nuit. C'est du luxe. Scandaleux. Le sexe sans procréation, qui est parfaitement inutile du point de vue biologique. Les sports bizarres. Regardez les sports bizarres. Le soccer, par exemple. On nous demande de contrôler la trajectoire d'un ballon sans utiliser l'instrument le plus habile que nous possédons, nos mains. Vous pensez à la marche olympique. On nous demande de se déplacer très vite, mais sans courir. Et le pire pour moi dans les sports bizarres, c'est le golf. Le but du golf, l'objectif, c'est de faire entrer une balle dans un trou. Mais pourquoi mettre le trou si petit, si loin? Dans le fond, c'est pour créer des difficultés pour le plaisir de les surmonter. Donc, des choses inutiles. Deuxième élément de notre nature humaine, faire des choses contre nature, c'est-à-dire des activités ou des choses qui nuisent à la santé, à la survie et au succès reproducteur. Et malgré le fait que ces choses-là nuisent à la survie et au succès reproducteur, elles ne sont pas soumises à la sélection naturelle parce que pratiquer ces activités ne permet pas d'éliminer des gènes potentiels éventuels qui seraient reliés à ces activités. La preuve, c'est que ces activités continuent de proliférer, d'être de plus en plus pratiquées, malgré le fait que ça nuit à la survie. Ça, c'est tout à fait contraire au bon sens biologique qu'on trouve chez toutes les autres espèces. Alors, je vous donne un peu dans le désordre quelques exemples de ces choses nuisibles que nous pratiquons et qu'on ne retrouve à peu près chez aucune autre espèce. La contraception, l'avortement, le célibat et la chasteté volontaire. C'est sûr, s'il y a des primates ou des ongulés qui nous voient pratiquer ça, ils trouvent ça tellement ridicule. La consommation abusive d'aliments, d'alcool ou de drogue. L'adoption, parce que quand on adopte un enfant, on investit des ressources dans des enfants qui ne portent pas nos gènes. L'homosexualité exclusive, les sports extrêmes, comme la course automobile. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant la course automobile? C'est qu'il y a un risque de mortalité. S'il n'y avait pas de risque de se tuer en faisant de la course automobile, il n'y aurait aucun intérêt à avoir une voiture qui tourne en rond pendant des heures. C'est parce qu'il y a un risque. C'est ça qui nous intéresse.
Et enfin, comme dernier exemple de choses inutiles et nuisibles, le suicide. Il n'y a probablement aucun gène associé à ces activités. Aucune de ces activités n'est biologiquement héréditaire. Elles sont donc inaccessibles à la sélection et peuvent donc se répandre librement. Donc, les deux premières choses, faire des choses inutiles, faire des choses nuisibles. La troisième, c'est la capacité d'être proactif. Les autres espèces peuvent être prédisposées par hasard à affronter un futur qu'elles ignorent ou qui survient sans prévenir. Mais seule l'espèce humaine est capable de se préadapter pour un futur qu'on anticipe survenir spontanément, ou même pour un futur que nous créons nous-mêmes, comme un produit d'un projet ou d'un désir ou d'une intention. Quelques exemples de proactivité qu'on trouve chez l'humain. Du temps que j'étais prof, ça c'est un exemple de proactivité que je n'ai jamais vu, je pense, ou presque, étudier longtemps d'avance en préparation pour un examen. Faire des études en vue d'un emploi. Faire des économies en vue d'un voyage ou d'un achat. C'est-à-dire se priver au présent pour un bénéfice futur. S'entraîner pour une compétition sportive. Pratiquer la médecine préventive. Construire un édifice qui va résister au tremblement de terre. Vous constatez qu'on est capable d'être proactif, de faire preuve de proactivité, mais on voit bien que ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel. Pour ce faire, il faut ramer à contre-courant de notre nature, de notre penchant animal, qui est réactif. Comme la sélection naturelle, qui est un processus réactif. La sélection naturelle peut adapter une espèce en réaction à un changement dans l'environnement, par exemple. Alors, ainsi, par exemple, on s'occupe plus de notre santé après un infarctus qu'avant un infarctus. Puis, pour réagir, il faut que les choses nous dérangent considérablement. Passons au réchauffement climatique. Les conséquences du réchauffement climatique ne nous font pas encore assez mal pour qu'on réagisse. C'est très difficile de contrecarrer cette inertie, justement parce qu'on est réactif. Quatrième et dernier élément de notre nature humaine, la capacité d'être libre. Ici, toutes les espèces, y compris la nôtre, sont programmées génétiquement. Mais à part de nous, toutes les autres espèces sont contraintes d'obéir et de suivre les ordres de leurs gènes. Pour nous, c'est très différent. Nous ne sommes ni prisonniers, ni esclaves de nos gènes. Nos gènes ne nous crient pas des ordres, ils nous murmurent, avec plus ou moins de force, des suggestions et des préférences. À preuve, nous pouvons très facilement ignorer nos instincts les plus puissants, ceux de survie, de reproduction, de compétition et d'égoïsme, des instincts qui sont inéluctables pour les autres espèces. Et alors, notre liberté s'oppose à toutes les causes imaginées qu'on prétend insurmontables, inéluctables, comme le destin, le karma, être né sous une bonne étoile ou une mauvaise étoile, être né pour un petit pain, être accablé toute notre vie d'un péché originel, le mauvais sort, la fatalité, les castes, autant de mythes liberticides paralysants. Même Richard Dawkins, le plus grand défenseur du déterminisme génétique des comportements, a affirmé la chose suivante. Il dit, nous seuls sur Terre pouvons nous rebeller contre la tyrannie des gènes égoïstes. Donc, il met l'humain à part. Et il dit ça dans un endroit particulièrement visible, la dernière phrase de son livre, Le gène égoïste en 1976. Je vous cite une autre phrase de philosophe du 19e siècle, Friedrich Hegel, qui nous dit, écoutez bien, notre liberté s'affirme contre et non dans la nature. Alors, je vous présente, si Michel peut mettre la première diapo, oui, un tableau, qui compare nos deux natures avec quelques exemples. C'est une liste qui est loin d'être exhaustive et c'est une liste qui n'est pas parfaitement binaire, c'est-à-dire qu'il y a des caractères qui se chevauchent dans une zone grise un peu. D'accord. Tout le monde voit ça? Vous avez entendu dire oui? Oui, moi je le vérifie sur le moniteur, c'est bon. Bon, OK. Alors, le format qui est sorti est un peu tout croche par rapport à ce qui était l'original, mais ce n'est pas trop grave.
Ce que vous oui. voyez à gauche, donc, c'est des éléments de notre nature animale et de notre nature humaine. La parole, je l'ai mis un petit peu entre les deux, parce que l'acquisition de la parole est probablement l'élément qui a déclenché le passage de la nature animale à la nature humaine. Mais de toute façon, écrire, ça, c'est parfaitement humain. Les besoins versus les désirs, croire, particulièrement la crédulité chez l'enfant versus le doute chez l'adulte, l'agression, la violence versus la torture et le génocide. Quand j'entends quelqu'un nous dire la torture et le génocide, c'est inhumain, ma réaction immédiate, c'est de dire non, au contraire, c'est tout à fait humain. Il y a un philosophe qui s'appelle Hobbes qui a dit l'homme est un loup pour l'homme. Et Serge Bouchard a répondu c'est une insulte pour le loup. Parce que l'homme est beaucoup bien pire que le loup, que le requin ou que la hyène. Apprendre versus enseigner, le sexe et l'érotisme, le sexisme, le racisme, l'égalité, la naïveté, l'innocence, la pudeur, l'altruisme, égoïsme, c'est-à-dire la sorte d'altruisme qu'on trouve chez les autres espèces versus l'altruisme véritable. J'ai mis un point d'interrogation. La question se pose, est-ce que l'altruisme véritable existe chez l'humain? Si l'altruisme véritable existe, c'est vraiment un caractère de la nature humaine et non pas de la nature animale. On est capable d'avoir de la compassion et de l'altruisme même pour les autres espèces, puis même pour l'ensemble de la biosphère. Bon, alors, voilà, merci Michel. Je passe donc au sujet suivant, qui est notre place dans la nature, avec l'idée que je vous présente de la continuité discontinue entre nous et les autres espèces. Donc, il est question de notre parenté animale. La façon moderne d'analyser et d'illustrer la place qu'une espèce occupe par rapport aux autres, c'est ce qu'on appelle un diagramme de parenté ou un cladogramme. Alors, si on peut voir la deuxième image. Oui. Une sorte d'arbre avec des branches qui représentent les espèces. Attends, je l'ai ici. Voilà. Alors, on représente, ça c'est le cladogramme le plus simple qu'on peut imaginer avec seulement 3 espèces. Ce n'est pas un arbre généalogique parce qu'il ne dit pas qui descend de qui. C'est un arbre, comme on dit, phylogénétique parce qu'il nous dit seulement qui est parent avec qui. Et ce que vous voyez ici, c'est que le chimpanzé est plus proche parent de l'humain que le gorille. Et ce qui est encore plus surprenant, le chimpanzé est plus proche parent de l'humain que du gorille. Dit autrement, l'espèce la plus proche parent du chimpanzé, ce n'est pas le gorille, c'est l'humain. Donc, ce genre d'analyse permet de voir la place de l'humain ou de n'importe quelle autre espèce par rapport aux autres. Maintenant, une des questions centrales qui est têtue sur notre nature, c'est donc cette place que nous occupons parmi les autres espèces. On peut enlever l'image, Michel, si tu veux. Bon, historiquement, on a oscillé entre 2 extrêmes, aussi excessifs et faux l'un que l'autre. D'abord, depuis toujours, les traditions philosophiques et religieuses millénaires ont insisté sur la discontinuité absolue entre nous et les autres espèces. Nous étions considérés comme en dehors, voire au-dessus de la nature, comme si la branche humaine était une branche qui flottait au-dessus de l'arbre de la vie. Ça, c'est la discontinuité absolue, traditionnelle, millénaire. Puis, on arrive avec Darwin il y a 150 ans dans 2 ouvrages. Celui qu'on a déjà cité en 1859, L'origine des espèces, et le deuxième ouvrage en 1871, exactement 150 ans, presque aujourd'hui, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Darwin affirme plutôt que l'espèce humaine est une espèce comme les autres, issue de d'autres espèces et parente avec toutes les espèces. Donc, chez Darwin, une affirmation d'une continuité absolue avec les autres. Puis, il y a eu une longue période d'une centaine d'années, en gros de 1870 à 1970, où plusieurs personnes se sont senties insultées par cette affirmation de Darwin, pour dire qu'on était des descendants des singes, entre autres. Et pendant cette période de 100 ans, on s'est efforcé de trouver ce qu'on appelait le propre de l'homme, c'est-à-dire ce qui nous distinguerait profondément des autres espèces. La confection et l'utilisation des outils, le langage, la culture, l'altruisme, la compassion, la conscience, la morale. Donc, retour à une discontinuité absolue qui nous placerait en dehors des autres. Et enfin, comme 4e élément, le balancier est revenu complètement dans l'autre direction suite à des études de comportement animal en captivité et en nature, particulièrement des mammifères et des primates, des études d'éthologie, où on a observé à divers degrés toute
à peu près tout ce qu'on observe, tous les caractères qu'on observe chez l'humain. Donc, on trouvait chez les autres espèces en germe tous les caractères de l'humain. Donc, on retrouve à une continuité absolue. C'est cette continuité absolue qui est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme et la revendication de droits pour les autres espèces, puis même les mêmes droits que pour nous. D'où le véganisme, entre autres. Je considère pour ma part que la réalité est plus nuancée et se trouve quelque part entre les deux extrêmes. La continuité entre nous et les autres espèces, elle est absolue, mais elle est discontinue. Si on revient à la métaphore de l'arbre, il y a un seul arbre de la vie, c'est la même sève qui coule dans toutes les branches, mais les branches sont distinctes et sont isolées les unes des autres. Alors, comment réconcilier cette idée de continuité et de discontinuité? Est-ce qu'il y a une contradiction philosophique mortelle dans cette idée-là? Si on revient à Darwin, donc Darwin, pour lui, il n'y avait pas entre l'humain et les autres espèces de différence qualitative, pas de différence de nature, mais seulement des différences de degré. Darwin nous dit on trouve en germe chez les autres espèces tout ce qu'on trouve chez l'humain, y compris la conscience de soi, la morale, la compassion, etc. Bon, jusqu'ici, je suis d'accord avec Darwin. Mais là où je diffère un peu, c'est je pense qu'il existe un seuil critique, un point de bascule qui fait en sorte qu'au-delà de ce point, la différence de degré est tellement grande qu'elle devient une différence de nature. Un des exemples les plus classiques, c'est l'ébullition de l'eau. Vous faites chauffer de l'eau à 98, 99, 100, 101, 102 degrés. Littéralement, dans deux sens du mot, c'est seulement une différence de degré. C'est une différence quantitative. Mais à 100 degrés, il y a un changement d'état. Donc, il y a un changement de nature. Si on pense au saut d'un kangourou, le kangourou saute jusqu'à 2 mètres, et en même temps, vous lancez une fusée dans l'espace. On pourrait dire la seule différence entre les deux, c'est une différence quantitative, c'est une différence de nombre de mètres. Mais je prétends que, étant donné que la fusée sort de l'atmosphère terrestre et se libère de la gravité terrestre, c'est une différence de nature et non pas seulement une différence de degré. Donc, la vie sur Terre est à la fois continue et discontinue. Elle est une, mais multiple. Il y a une seule vie, mais il y a une infinité d'espèces. Il y a un seul arbre, mais un très grand nombre de branches. Alors, c'est ce que Darwin appelait la filiation commune, le fait que toutes les branches du vivant sont connectées les unes aux autres. Donc, nous sommes parents, pas seulement avec les chimpanzés et les gorilles, mais avec les fleurs, avec les libellules, les truites, les girafes. Mais nous sommes tellement différents d'elles. Je n'ai pas dit qu'on était supérieurs, j'ai dit qu'on était qualitativement différents, grâce aux 4 éléments de notre nature humaine que j'ai décrits tantôt. Vous m'aiderez peut-être, il y a quelqu'un qui a écrit, j'ai oublié qui c'était, qui disait « Tous les humains sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. » Je pourrais utiliser la même formulation pour ce que j'ai dit juste avant. Toutes les espèces sont uniques, mais l'espèce humaine est comme plus unique que les autres. Bon, j'en arrive avec mon dernier sujet, celui de nos 3 intelligences. L'espèce humaine, à mon avis, est dotée de 3 sortes d'intelligence. La première, on la trouve chez toutes les espèces vivantes, y compris les virus, les bactéries, les plantes, les insectes, etc. Et la plupart des autres espèces possèdent seulement cette intelligence. La deuxième existe chez quelques espèces que l'on considère comme intelligentes grâce à leur gros cerveau. Je pense à quelques oiseaux, comme les perroquets, les tisserands, les corneilles, puis quelques mammifères. Il me vient en tête les tactiques de chasse des lionnes et l'utilisation des outils chez les grands singes. La troisième des intelligences se retrouve seulement chez nous et seulement dans ses tout premiers balbutiements. Nous avons prouvé être capables de cette intelligence, mais dans une large mesure, elle reste à développer. Évidemment, ces 3 intelligences cohabitent dans notre esprit, elles interagissent entre elles et elles se chevauchent partiellement. La première est 100% animale, la troisième est 100% humaine, puis celle du milieu, la deuxième, est un mélange de nos 2 natures. Bon, d'abord, l'intelligence des gènes, qui est héritée de notre évolution biologique. C'est cette intelligence qui construit spontanément l'anatomie grâce à l'information de l'ADN. Alors, par exemple, c'est cette intelligence des gènes qui construit notre main, qui est une merveille de biomécanique, qui construit la circulation sanguine, qui construit spontanément la complexité de notre cerveau. Alors, cette intelligence ne gère pas seulement l'anatomie, elle gère aussi la physiologie. On pense par exemple au contrôle de la température corporelle de chez un mammifère comme nous,
le contrôle hormonal, entre autres, de la reproduction. Et je vous donne un exemple concret de l'intelligence de ces gènes ou de l'intelligence du corps. Si vous pensez à une femelle caribou qui arrive au moment de la mise bas au printemps, elle est à un moment de l'année où sa condition est la pire. Elle vient de survivre à l'hiver et elle a assuré la croissance du fœtus dans son utérus. Donc, sa condition physique est très mauvaise au printemps, au moment de la naissance, au début de juin. Pendant l'été, elle doit refaire ses réserves de graisse pour pouvoir ovuler à l'automne. Si elle n'a pas suffisamment de réserves de graisse dans son corps en se nourrissant pendant l'été, elle n'ovulera pas à l'automne. Pas parce que l'ovulation elle-même coûte cher, mais parce que son corps sait qu'il ne pourra pas payer le prix de l'allaitement et de la grossesse l'année prochaine. Alors, ce n'est pas dans sa tête du tout que ça se passe, c'est dans ses programmations génétiques. C'est l'intelligence des gènes. À cette intelligence des gènes, on attribue pas seulement l'anatomie et la physiologie, mais à peu près tous les comportements spontanés et automatiques qu'on appelait les instincts. L'instinct maternel, l'instinct de migration, l'instinct de séduction, d'accouplement, de territorialité, de communication, de langage, d'agression, etc., etc. Je vous donne l'exemple de l'évitement de l'inceste. L'évitement de l'inceste, on trouve ça chez les autres espèces de mammifères aussi. On trouve ça chez les loups, on trouve ça chez les chevreuils. En plus, chez l'humain, en plus de l'évitement de l'inceste, on trouve le tabou de l'inceste, c'est-à-dire l'interdiction légale et morale et la honte et la culpabilité qui sont associées à l'inceste. Et tout ça se fait, que ce soit chez les loups, les chevreuils ou chez l'humain, sans que personne ait suivi de cours de génétique et connaisse les impacts négatifs de la consanguinité. Cet évitement de l'inceste, c'est donc programmé, c'est instinctif, c'est inné, c'est génétiquement intelligent. Évidemment, chez l'humain, en plus, c'est renforcé par la morale, par l'éducation, etc., par l'enseignement. C'est cette intelligence que j'appelle l'intelligence numéro 1 qui permet au castor de développer une fourrure isolante, d'élever ses jeunes, puis construire sa hutte et son barrage. De la même façon qu'un œuf est capable de faire une poule spontanément, instinctivement, sans savoir et sans vouloir, tout en ayant l'air intelligent, puisqu'il ne se trompe jamais, ou à peu près. Deux autres exemples de l'utilisation exclusive de l'intelligence des gènes pour vous montrer que c'est puissant et que ça explique beaucoup de choses. Pensez aux termites, avec les petits éléments minuscules qui constituent son cerveau. Les termites qui sont capables de construire des termitières immenses à température et humidité contrôlée. Vous pensez à une araignée qui tisse une toile fonctionnelle d'une forme qui est typique de son espèce, tout à fait sans le savoir et sans vouloir. La toile de l'araignée constitue un élément du phénotype de l'araignée. Donc, la toile de l'araignée, c'est une expression des gènes de l'araignée comme la longueur de ses pattes ou la couleur de ses yeux. Évidemment, cette intelligence des gènes se retrouve aussi chez nous, pour notre anatomie, notre physiologie, puis tout ce que Darwin appelait nos instincts sociaux. Évidemment, nous ne sommes pour rien dans l'acquisition de cette intelligence. Nous en avons hérité et nous devons faire avec, comme on dit. Nous devons nous débrouiller, tant bien que mal, avec ce qu'elle nous permet et avec ce qu'elle nous impose. Et dans le contexte actuel, cette intelligence de nos gènes est exactement la même pour vous et moi aujourd'hui que celle de Cro-Magnon il y a 50 000 ans. Elle a évolué par sélection naturelle, donc extrêmement lentement. Puis aujourd'hui, puisque nous sommes à l'abri de la sélection naturelle, cette intelligence de nos gènes est figée. Elle n'évolue plus. D'où la grande nécessité des deux autres intelligences que je vais voir maintenant pour nous adapter aux conditions très difficiles et changeantes dans lesquelles nous sommes placés. Je pense aux conditions économiques, démographiques, sanitaires, sociopolitiques, écologiques. Autant de conditions problématiques auxquelles il faut s'adapter tôt ou tard et pour lesquelles on ne peut pas compter sur la sélection naturelle pour nous adapter. Donc, on ne peut pas compter sur l'intelligence de nos gènes pour ça. D'où l'utilité des deux autres. Donc, la deuxième intelligence, c'est l'intelligence secondaire, que je vais appeler la numéro 2, qui a été inventée par l'humanité elle-même. Elle a été inventée de toutes pièces et continue d'évoluer grâce à nous, pas génétiquement, mais culturellement. Elle est constituée, cette intelligence numéro 2, de toutes les dimensions de la culture, des valeurs de civilisation, des technologies, de la médecine et des sciences. Elle est le fruit, comme on disait tantôt, de la mise en commun de l'intelligence de tous les humains, de l'esprit de tous les humains, l'ensemble des humains, qui est rendu possible par le langage et l'écriture.
Alors, je vous donne dans le désordre quelques éléments, une vingtaine d'éléments de cette intelligence secondaire humaine, en soulignant qu'on ne trouve à peu près rien de ces éléments-là chez les autres espèces. L'argent et le pouvoir de l'argent, le commerce et la finance, la philosophie et la religion, la science et la technologie, l'art et la musique, le patriotisme et la guerre, la médecine curative et l'hygiène, la justice et les droits de la personne, la gastronomie et le jeu, l'humour et la honte. On pourrait continuer presque indéfiniment cette liste-là. Vous reconnaissez dans cette liste des éléments de ce que j'appelais tantôt des choses inutiles de notre deuxième nature. C'est un immense répertoire psychosocial qui place notre espèce dans une classe à part. Je ne dis pas supérieure, mais dans une classe à part. Cette intelligence, c'est cette intelligence secondaire qui nous a fait franchir le Rubicon, qui nous a fait franchir le pas, qui nous a fait franchir le seuil critique, qui nous a fait passer de la nature animale à la nature humaine. Autrement dit, cette intelligence numéro 2 a fait passer des différences de degrés entre nous et les autres espèces à des différences de nature, tout en gardant tout à fait intacte notre continuité avec les autres espèces, notre animalité. On continue à être autant un animal qu'avant. Et je fais la métaphore avec la chenille qui devient un papillon. La chenille devient un papillon. Aussitôt qu'il est papillon, ce papillon est capable de faire 2 performances extraordinaires que la chenille est incapable de faire. Le papillon peut voler et il peut se reproduire, tout en demeurant le même individu génétiquement que la chenille qu'elle était auparavant. Alors ça, c'est exactement comme la situation humaine. Tout comme la chenille, nous sommes devenus autres tout en demeurant le même. Nous avons développé notre nature humaine en conservant notre nature animale. Encore une fois, c'est, à mon avis, une belle manifestation de la continuité discontinue, puis du passage d'une différence de degré à une différence de nature. La différence, c'est que dans le cas de la chenille et le papillon, les 2 natures sont successives, alors que chez nous, elles sont simultanées. On arrive donc à l'intelligence supérieure qui est à peine naissante. Ça commence à se manifester. On est capable de cette intelligence supérieure, mais c'est très difficile. Ce n'est pas un penchant naturel. Sa mise en œuvre nous oblige à nager ou à ramer à contre-courant de nos 2 autres intelligences, de l'intelligence de nos gènes particulièrement. Et ça, ce n'est pas facile parce que cette intelligence de nos gènes a fait ses preuves depuis des millions d'années. Alors, je vous donne un aperçu de ce qui constitue cette intelligence supérieure. D'abord, une prise de conscience en 2 étapes. Premièrement, grâce aux connaissances scientifiques, notamment celles de la biologie évolutionnaire et celles de l'histoire, arriver à connaître, à reconnaître et à comprendre les intelligences numéro 1 et numéro 2. Deuxièmement, réaliser que le mélange de ces 2 intelligences est très souvent funeste, dangereux, toxique. Je vous donne les exemples, dont 2 exemples que je décrirai juste après: l'obésité, la surpopulation, les violences à caractère sexuel, les armes atomiques. C'est des manifestations évidentes de la dimension toxique ou funeste du mélange de nos 2 premières intelligences. Donc, ces 2 premiers éléments de l'intelligence supérieure constituent une simple prise de conscience de la condition humaine actuelle. C'est un premier pas. Les 2 éléments suivants sont aussi reliés l'un à l'autre. Cultiver la proactivité plutôt que de n'être que réactif et développer des visions à long terme. Ces 2 attitudes permettent d'anticiper les problèmes, d'anticiper les opportunités futures et de s'y préparer, donc de se préadapter. Et on est conscient que dans les conditions actuelles, économiques, sociopolitiques, environnementales, c'est très, très important de faire ça. Ensuite, développer des aptitudes à analyser rapidement et objectivement des situations complexes. Et ici, pour une fois, j'accepterais peut-être que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pourrait être utile. Ensuite, développer une vision et une conscience globale et planétaire à la fois de l'humanité et de la biosphère. Ensuite, comprendre que notre bien personnel dépend de celui de l'humanité et de la biosphère. Autrement dit, coordonner le bien individuel et le bien collectif au lieu de les mettre en opposition, comme j'ai essayé de décrire dans le chapitre sur la surpopulation. Et enfin, promouvoir dans l'action ce que les Français appellent les valeurs républicaines: liberté, égalité, fraternité.
c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça paraît tellement évident qu'on se dit il n'y a rien là, mais ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas une liste exhaustive et ça montre bien que l'intelligence, cette intelligence n'est pas naturelle, d'où la difficulté de la mettre en œuvre. Alors, je vous donne deux exemples pour illustrer à la fois la nécessité et la difficulté de pratiquer cette intelligence. Le premier exemple, c'est l'obésité. L'humain actuel possède un très grand nombre de programmes génétiques pour engraisser. Ces programmes étaient engraissés en prévision d'une famine. Ces programmes étaient extrêmement importants chez nos ancêtres lointains pour pouvoir survivre, comme chez la marmotte ou comme chez le caribou dont je parlais tantôt. Par contre, nous ne possédons aucun programme génétique pour maigrir. Pourquoi? Parce que nos ancêtres n'en ont jamais eu besoin. Ce qui explique qu'il est beaucoup plus facile d'engraisser que de maigrir. C'est curieux, ça. C'est biologiquement surprenant parce que c'est le contraire chez toutes les autres espèces. Regardez un ours. L'ours sort de sa tanière au printemps, raide maigre, comme on dit. Il doit travailler très fort pendant des mois et des mois et des mois pour engraisser, se déplacer dans son environnement, chercher des meilleures nourritures, en consommer le plus possible. Et quand vient le temps de maigrir, au contraire, c'est très facile. Il se couche dans sa tanière, il ne fait rien du tout, puis il maigrit. Alors que vous et moi, c'est le contraire. Si on veut engraisser, c'est extrêmement facile. On s'étend sur le sofa devant la télé à grignoter des chips, puis on engraisse. Et quand vient le temps de maigrir, c'est là qu'il faut travailler extrêmement fort. Donc, c'est le contraire. D'où le fait que ce soit beaucoup plus facile d'engraisser que de maigrir pour nous, d'où la nécessité de tenter de compenser par nos programmes de perte de poids d'aujourd'hui, qui donnent rarement de bons résultats, justement parce qu'ils sont contre nature. Malgré ces programmes, nous continuons de faire des réserves pour une famine qui ne survient jamais. Donc, en présence de surabondance de nourriture riche à l'année, qui vient de l'intelligence numéro 2, aux instincts de Cro-Magnon, qui viennent de l'intelligence numéro 1, ça mène à l'obésité et aux maladies qui en découlent. La solution de ça, c'est pas compliqué, comprendre le phénomène, être proactif, voir les conséquences à long terme, puis pratiquer la frugalité au quotidien, devant les frites, le chocolat, la crème glacée ou tout ce que vous préférez. Ça n'a rien de naturel. Notre évolution biologique ne nous a pas préparés pour ça du tout. Notre évolution biologique nous a préparés pour une alternance de jeûne obligatoire et de gloutonnerie occasionnelle, non pas pour la frugalité assidue au quotidien. La frugalité assidue au quotidien, c'est supérieurement intelligent. Deuxième exemple, les armes atomiques. La bombe atomique, à mon avis, illustre à merveille les effets funestes de la combinaison de nos deux premières intelligences et la nécessité de la troisième. Alors, les instincts de la première intelligence, les instincts de peur, d'agression, de domination, de territorialité, de défense, etc., la numéro 1, combinés à nos capacités scientifiques et technologiques de la numéro 2, nous ont permis de développer une bombe qui est capable de nous anéantir. L'intelligence numéro 2 qui nous a permis de développer la bombe atomique, c'est franchement très impressionnant. Ça implique d'avoir découvert ce qu'est l'atome, comprendre la structure de l'atome, comprendre que dans le noyau de l'atome se trouvait de l'énergie, puis réussir à exploiter et à utiliser cette énergie-là de manière contrôlée. Mais malgré tout, cette intelligence qui a permis de développer la bombe atomique, ce n'est pas l'intelligence supérieure dont je parle. L'intelligence supérieure dont je parle, ça consiste à ne pas utiliser la bombe atomique. Et ça, c'est une intelligence d'un autre ordre. Ça, c'est supérieurement intelligent. Bon, on connaît le cas d'Hiroshima et Nagasaki en 1945. Cet événement-là semble nous avoir fait comprendre qu'il fallait développer cette intelligence-là de ne pas utiliser la bombe atomique. Mais malgré tout, depuis 75 ans, on en a néanmoins fabriqué des milliers de ces bombes, de plus en plus puissantes. Mais on ne les a jamais utilisées de nouveau, même en temps de guerre. Ce sont des armes de dissuasion qui servent paradoxalement à éviter les guerres. Mais c'est un jeu dangereux, comme un babouin ou un chimpanzé qui s'amuserait avec une grenade. On a vu un président d'un pays il n'y a pas si longtemps qui s'amusait avec son pouce sur le bouton rouge aussi. Voilà. Donc, on est capable d'exercer cette intelligence nouvelle et vitale,
mais ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel, parce que ça lutte à contre-courant de notre nature animale. Ainsi, on est très loin de l'idéal intelligent dans le contexte qui consisterait à démanteler toutes ces bombes. On est capable d'envisager cet idéal, de l'imaginer, de le souhaiter, mais on n'est pas encore assez intelligent pour le réaliser complètement. Bon, j'en arrive à ma conclusion. Décidément, d'après la description que j'en fais, la condition humaine est très bizarre. D'abord, la sélection naturelle nous a créés comme les autres espèces grâce à ces contraintes très sévères, impératives, constantes. Puis, en nous créant de cette façon-là, elle nous a fourni par inadvertance un cerveau qui nous a permis de lui échapper, d'échapper à son emprise. Et enfin, ce cerveau a sécrété une intelligence qui nous donne le pouvoir de nous exterminer nous-mêmes. Alors là, il y a certainement une sorte d'ironie du sort plutôt tragique. Donc, je termine par deux questions. Quel sera le prochain chapitre de notre histoire? Aurons-nous l'intelligence de survivre à notre intelligence? Ou plus exactement, aurons-nous l'intelligence de survivre au mélange toxique de nos deux anciennes intelligences vieilles et puissantes? Personnellement, j'ai choisi de faire le pari que nous aurons cette intelligence nouvelle. Le contraire me paraît plutôt défaitiste et désespérant. Alors, sur cette note positive, je vous laisse la parole pour les questions.